Donc, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo-ci, on va parler des exemples pour les tests d'hypothèses sur la différence entre des moyennes. Donc, on a vu dans la dernière vidéo qu'il y avait plusieurs possibilités au point de vue de la statistique et que nos hypothèses allaient changer légèrement, étant donné qu'on parle d'une différence maintenant. Ici, ce qu'on veut faire, c'est faire des exemples. Donc, on va en faire 3 ensemble qui vont nous permettre de bien voir comment utiliser ces formules-là et comment bien trouver ces tests hypothèses. Donc, dans ce cas-ci, on commence avec l'exemple 5.8, pardon, que vous avez dans vos notes à la page 210. Donc, allez voir ça. On a une belle mise en situation ici. Je l'ai résumé très sommairement pour qu'on puisse travailler avec ces informations-là. Et en gros, ici, on vous dit que il y a un producteur d'essence qui mentionne qu'avec un certain additif dans l'essence, on réduit la consommation d'essence des voitures. Pour vérifier ces dires, le concessionnaire ou le producteur d'essence plutôt a construit 2 échantillons complètement indépendants. Dans un, on va avoir 52 voitures et dans l'autre, on va avoir 40 voitures. Et on précise que les 2 échantillons contiennent des caractéristiques similaires. Donc, la même marque, le même type de moteur, on va avoir le même type de consommation, le même type de déplacement plutôt pendant la période d'essai. Donc, on devrait avoir des résultats qui sont vraiment similaires entre les deux. À ce moment-là, après avoir fait l'étude, on obtient une moyenne de consommation d'essence de 8 litres au 100 km pour le premier groupe, 8,2 litres au 100 km pour le deuxième groupe. On obtient un écart type de 0,5 litres au 100 km pour le premier groupe et de 0,4 litres au 100 km pour le deuxième groupe. Avec ces résultats-là, si on précise que c'est dans le premier groupe qu'on avait ajouté l'additif à l'essence, est-ce qu'il est raisonnable de penser que l'additif a vraiment un effet bénéfique sur la consommation? Est-ce qu'on a vraiment diminué la consommation d'essence en ajoutant l'additif dans notre essence pour le groupe 1? Ici, ce qu'on est en train de faire, finalement, c'est demander de faire un test hypothèse pour vérifier si les moyennes sont effectivement différentes. Donc, on veut vérifier en particulier, est-ce que la moyenne du groupe 1 est plus petite que la moyenne du groupe 2? Si la moyenne du groupe 1 est plus petite que la moyenne du groupe 2, ça veut dire qu'effectivement, l'additif a eu un effet et qu'on a réduit la consommation d'essence. Donc, dans ce cas-ci, on va établir les bases du problème en vérifiant premièrement, quelles sont nos hypothèses? On va aller chercher le seuil de signification qu'on choisit, et ensuite de ça, on va vérifier nos conditions. Donc, commençons premièrement par la formulation. Donc, formuler les hypothèses. Dans ce cas-ci, on sait toujours que l'hypothèse initiale H0, c'est que nos deux valeurs sont égales. Donc, mu1 et mu2 sont équivalentes. Mu1 moins mu2 est égal à 0. Par la suite, on veut confronter à ça, selon le contexte, une situation entre mu1 et mu2. Ici, on veut vérifier si mu1 est plus petite que mu2. On veut vérifier si l'additif fait réduire la consommation d'essence par rapport à notre groupe 2. Pour faire ça ici, ça veut dire que mu1 est plus petit que mu2, donc que la différence est négative. On confronte donc H0 qui est égal à mu1 moins mu2 égale 0 à H1 qui est mu1 moins mu2 est plus petit que 0. Ce seront ça les deux hypothèses qu'on va confronter dans notre test ici. Ensuite de ça, on va choisir le seuil de signification. Et ici, je ne l'ai pas mentionné, je ne l'ai pas réécrit dans mon résumé parce que j'allais le faire dans le point 2. On l'a donné ça dans notre problème. On fait un test hypothèse ici au seuil alpha égale 5%. Donc ça, c'est 0,05. Ça sera utile lorsqu'on va aller chercher nos informations avec ça. Donc on est rendu aux conditions maintenant au point 3. Et c'est ici que les conditions vont changer légèrement. Donc, on va aller vérifier premièrement, est-ce que nos échantillons sont indépendants? Ben oui, on l'a mentionné ici. Donc, on a des échantillons qui sont indépendants. Ensuite, N1 égale 52 voitures. Ça, c'est plus grand ou égal à 30, clairement. Et N2, qui est égal à 40 voitures, c'est aussi plus grand ou égal à 30. Donc, on se retrouve avec deux échantillons qui sont indépendants et de grande taille ou de taille suffisante. Donc ça veut dire que on va aller chercher la loi normale. Ce sera la loi normale centrée réduite. Et ça veut dire que la statistique qu'on va calculer, Z, ce sera égal à quoi? Ce sera la différence entre les deux moyennes qu'on a obtenues dans nos échantillons, donc x1 bar moins x2 bar, sur la racine de S1 au carré sur N1
plus S2 au carré sur N2. Ça, vous voyez ça comme la variance du premier groupe plus la variance du deuxième groupe, ou la variance de la première moyenne plutôt, plus la variance de la deuxième moyenne. Avec ce résultat-là, on va pouvoir calculer la statistique à l'étape 6 et on va pouvoir comparer avec ce qu'on va faire dans l'étape 4 et 5. Avec ces données-là, on peut aller faire l'étape 4, on va chercher la valeur critique qui nous intéresse. Dans ce cas-ci, on sait que on a un test qui est unilatéral à gauche. Hein? On a quelque chose de plus petit que d'autres choses. Donc, dans ce cas-ci, on va aller chercher la valeur Z alpha négative. On se souvient, là, dans les tests hypothèses sur les moyennes, on l'avait établi. On a 3 types de tests. On peut avoir le test unilatéral à gauche, unilatéral à droite ou bilatéral exactement dans le milieu. Dans ce cas-ci, comme on est à gauche, hein, quelque chose plus petit que quelque chose d'autre, on se trouve à avoir un unilatéral à gauche. Donc, on a besoin d'aller chercher la valeur critique moins Z alpha. Comme pour les tests sur les moyennes normales, on peut aussi aller chercher la valeur directement sur la différence des moyennes, mais nous, on le fait pas ici, on va aller chercher seulement notre valeur critique sur la statistique. Dans ce cas-ci, Z alpha, si alpha égale 0,05, ça veut dire que moins Z alpha égale moins Z 0,05. On va chercher ça dans notre table de la loi normale. Vous devriez trouver moins 1,645. Ça veut dire que la valeur critique à laquelle on va comparer notre statistique, ce sera moins 1,645. On va aller vérifier que la statistique qu'on calcule est plus petite ou non que cette valeur-ci. Donc, justement, on va aller établir la règle de décision ici. Règle de décision. On sait qu'on a un test qui est unilatéral à gauche, donc on va rejeter, on rejette H0 si la statistique Z est plus petite que la valeur critique moins Z alpha, donc moins 1,645. Ce sera ça ici qu'on va aller calculer. C'est ça qu'on va aller vérifier dans notre test hypothèse ici. À ce moment-là, notre règle de décision, elle est établie. On peut passer à l'étape 6 où on va aller calculer notre statistique. On a dit que cette statistique-là, c'est celle qu'on se donnait à l'étape 3. Donc, on va aller chercher Z, qui est égal à x1 bar moins x2 bar. x1 bar, c'était 8 litres au 100. x2 bar, c'était 8.2. Donc, 8 moins 8.2. Et on divise ici par écart type de notre premier groupe. Dans ce cas-ci, on avait 0,5 qu'on élève au carré et qu'on divise par la taille, 52. Plus écart type du deuxième groupe, 0,4 au carré, divisé par N2, 40 voitures dans notre deuxième groupe. Il ne reste plus qu'à faire ce calcul-ci. Dans ce cas-là, calculez ça dans votre calculatrice, vous devriez obtenir environ moins 2,13. Et là, à ce moment-ci, j'ai ma statistique, j'ai ma règle de décision, je sais exactement qu'est-ce que je dois faire, j'ai juste à comparer mon moins 2,13 avec mon moins 1,645 et décider si je rejette ou non dans le contexte avec le problème qu'on a. Cette décision-là, elle est assez facile, là, vous allez voir. Étant donné qu'ici, on voit clairement que notre chiffre est plus petit. Donc, comme Z est égal à moins 2,13, qui est plus petit que Z alpha, qui vaut, que moins Z alpha plutôt, qui vaut moins 1,645, on rejette H0 au seuil alpha égale 5%. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, de notre point de vue? Ça veut dire que H1 est vrai. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, en chiffres, en lettres, plutôt qu'en chiffres? Ça veut dire que la moyenne du groupe 1 est plus petite que celle du groupe 2. Donc, le producteur d'essence ici, il avait tout à fait raison, parce que avec l'additif dans le groupe 1,
on obtient une moyenne qui est effectivement plus petite que la deuxième. Donc, on a effectivement ici un additif qui a un effet bénéfique pour la consommation d'essence, c'est-à-dire qu'on va diminuer notre consommation d'essence si on a l'additif dans notre essence. Donc voilà, ça fait un test ici de comparaison des deux moyennes, et on arrive à une conclusion quand même positive pour le producteur d'essence. Ceci étant dit, on recommence, on s'en va vers un exemple différent. On va aller faire l'exemple 5.9 maintenant. Donc l'exemple 5.9 ici, on refait pas mal la même chose que l'exemple 5.8, mais la différence, c'est que là ici, c'est un groupe différent de consommateurs qui vont faire l'étude statistique, et on va aller chercher un seul échantillon parce qu'on trouvait que c'était bizarre d'avoir des voitures différentes dans le groupe 1 et dans le groupe 2. Donc on est allé chercher un seul échantillon et on va faire 2 tests sur cet échantillon-là. On va commencer par aller vérifier quelle est la consommation d'essence de base sans l'additif, et on va aller chercher quelle est la consommation avec l'additif. Donc, à ce moment-là, on va être capable de calculer une différence entre les deux, et on va être capable d'aller étudier statistiquement quelle est cette différence-là au point de vue de notre groupe échantillonnaire. Donc, on a fait l'étude, et notre but avec cette étude-là, c'était de vérifier si effectivement la moyenne du deuxième groupe était plus élevée que la moyenne du premier groupe. Les résultats ont été comptabilisés. On a 10 voitures qui ont été étudiées, et on a comptabilisé dans le tableau suivant. En premier, on a écrit quelle était la consommation sans l'additif, ensuite quelle était la consommation avec l'additif, et on a calculé la différence entre les deux ici. Donc, sans additif moins l'additif, ça nous donne la différence ici. Évidemment, une différence positive, ça indique qu'on a une diminution de la consommation. Une différence négative, ça veut dire qu'on a une augmentation de la consommation dans ce cas-ci. Avec ça ici, avec la dernière ligne de notre tableau, vous êtes capable de calculer la moyenne de cette différence. Donc, vous êtes capable de calculer des barres, ici, 0 plus 0.1 plus 0 plus 0.1, etc., comme ça, divisé par 10 données. Ça nous donne quoi? Ben, ça nous donne 0,08. C'est ça la moyenne des barres qu'on va pouvoir utiliser ici. Par la suite, on est allé chercher l'écart type de cette différence-là. Et là, l'écart type avec ces données-là, ça nous donnait 0,1. Donc ici, on est allé chercher la moyenne et l'écart type sur la différence. Pourquoi? Parce que on est en présence d'un seul échantillon. On a 2 échantillons à parier, en fait. C'est 2 fois la même chose qui revient ensemble. Donc c'est pour ça qu'on est allé chercher ces 2 données-ci. Avec les données qu'on a calculées maintenant, on s'intéresse à vérifier, est-ce que c'est vrai là, que notre différence, elle est statistiquement positive, donc que U2 est plus grand que U1. Pour faire ça, on va aller construire le test hypothèse qui nous intéresse. Donc, on va formuler nos hypothèses. On a toujours H0 qui nous indique que mu1 moins mu2 est égal à 0. Donc, la différence est toujours nulle. Les deux sont exactement identiques. Comme on veut comparer ici et trouver si la moyenne sans additif est plus grande que la moyenne avec additif, il va falloir trouver la différence entre les deux moyennes et qu'elle soit positive. Là, je me rends compte que j'ai écrit mon exemple un petit peu trop vite ici parce que notre premier groupe c'est additif et notre premier groupe plutôt c'est sans additif et le deuxième c'est avec additif. Donc ça veut dire que on va vérifier que mu1 est plus grand que mu2. Donc, c'est ça ici, la petite chose qui me buguait un peu. Donc, ça veut dire que on va aller vérifier que mu1 moins mu2, c'est plus grand que 0. Donc, finalement, que mu1 est plus grand que mu2. On considère que là, on n'est plus dans l'exemple 5.8. Notre premier groupe, c'est celui qui n'a pas d'additif, et celui qui a l'additif, c'est le groupe 2. Donc, c'est pour ça qu'on change légèrement nos hypothèses ici. À ce moment-là, on peut aller parler du seuil de signification. Et ce seuil de signification-là, on le donne dans l'exemple. Encore une fois, je ne l'avais pas écrit étant donné que je voulais le faire dans ce point-ci. On avait mentionné que alpha allait être égal à 1%. Donc, dans ce cas-ci, 0,01. C'est la valeur qu'on va utiliser lorsqu'on va aller chercher notre valeur critique. À ce moment-là, on est prêt à aller chercher les conditions. Ici, on a 2 échantillons qui ne sont pas indépendants. On a des échantillons qui sont liés. Et dans le contexte, on vous mentionne, dans le contexte de l'exemple 5.9, qu'on considère que notre différence ici, elle suit une loi normale, donc la différence est normale. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a besoin d'une loi de Student. Cette loi de Student-là, ce sera une T
n-1. N, c'est quoi ici? C'est la quantité de voitures qu'on a étudiées pour les deux échantillons. Ici, c'est 10, donc 10 moins 1, on va avoir 9 tantôt lorsqu'on va travailler avec ça. À ce moment-là, la statistique T, elle va être calculée en faisant la moyenne des barres divisée par l'écart type de cette différence-là, divisé par la racine de n. Donc, c'est cette statistique-ci qu'on va calculer à l'étape numéro 6. Avant de se rendre à cette étape-là, par contre, il va falloir aller voir c'est quoi la valeur critique de notre problème. Ensuite de ça, on pourra construire notre règle de décision et à la toute fin, on ira comparer avec cette statistique-ci. Donc, la valeur critique dans le contexte du problème ici, on sait que alpha vaut 0,01. On sait qu'on va aller chercher une loi de Student, donc on va chercher T alpha n-1. Pourquoi n-1? Parce qu'on est dans le cas où les échantillons sont liés et que la différence est normale. Donc ici, cette valeur-là, comme on a alpha qui vaut 0,01, ça va être T 0,01. Et n-1, comme n vaut 10, ben, ça sera 9 ici qu'on va aller chercher. Vous allez chercher ça dans votre table de la loi Student et vous devriez trouver 2,821. C'est la valeur que vous avez dans votre table de la loi Student à la page 167 pour alpha vaut 0,01 et le nombre de degrés de liberté vaut 9. À ce moment-ci, on a notre valeur critique. On sait c'est quoi la statistique qu'on a besoin de calculer. Donc, on est prêt à établir la règle de décision. Et cette règle-là, elle est assez simple. Comme on a un test unilatéral à droite cette fois-ci, parce qu'on est plus grand que 0, on va rejeter H0. On rejette H0. Si la statistique qu'on calcule, le T ici, est plus grand que le T alpha n-1 qu'on a trouvé, donc plus grand que 2,821. Donc, on va calculer à l'étape 6 ce T-là à partir de ce qui nous intéresse, puis ensuite de ça, on peut donner la valeur et choisir la décision de ce test-ci. Donc, allons-y avec l'étape 6, calcul de notre statistique. Et ce calcul-là, ben, on le sait, hein, c'est quoi? C'est T qui est égal à la moyenne de la différence, on avait trouvé 0,08, qu'on divise par l'écart type, qui est 0,1, sur la racine de n, donc racine de 10 dans ce cas-ci. Il ne resterait plus qu'à évaluer ça. Ici, je vous laisse calculer ça dans votre calculatrice, donc vous allez obtenir 2,53 environ. Et avec ça, ben, on est prêt à comparer par rapport à ce qu'on avait établi pour la valeur critique. Dans ce cas-ci, avant même de le faire, vous devriez remarquer que 2,53, c'est plus petit que 2,821. Donc, on s'attend à rejeter dans ce cas-ci, même si dans le premier test qu'on avait fait, on s'attend à ne pas rejeter plutôt, même si dans le premier test, on avait rejeté le H0. Donc, on voit que selon le test qu'on est en train de faire, ça se peut que ça change un peu les résultats, selon le type d'échantillon qu'on est en train d'évaluer. Donc, étape 7, notre décision. Dans ce cas-ci, on a notre valeur, on a la règle de décision, et comme T qui est égal à 2,53 est plus petit que T alpha n-1, qui est égal à 2,821, on ne rejette pas H0 au seuil alpha égale 1%. Du point de vue réel, là, dans la vie pratique, qu'est-ce que ça veut dire, ça, ici? Ça veut dire que, au point de vue statistique, et bon, j'essaie d'écrire un petit peu mieux pour que vous soyez capable de voir. Statistique, l'additif n'a aucun effet sur la consommation d'essence. Donc, sur des voitures qu'on réutilise dans les deux tests, on se rend compte que l'additif, ça n'a pas d'effet, ça n'a pas l'air d'avoir d'effet. Donc, peut-être que le premier test qu'on avait fait a été influencé par le fait qu'on a changé les voitures. Mais ici, il faut aussi se rappeler qu'on a fait un test avec moins de données. Donc, peut-être aussi que le fait qu'on avait moins de voitures a biaisé les résultats et que c'est juste un événement parmi tant d'autres qui pourrait se produire. Donc, voilà, ça fait le tour de cet exemple-ci.
Et là, je sais qu'il y a un autre exemple dans vos notes, dans le manuel. Je vous invite à aller le lire. Nous, on le traitera pas dans une vidéo comme ça, parce que là, ça commence à s'éterniser. On veut pas que ce soit trop long. Et de toute façon, c'est très expliqué là, dans le manuel. Allez voir ça. C'est l'exemple qu'on avait mentionné au départ de cette session-ci, de cette section-ci plutôt. L'exemple du psychologue avec sa privation du sommeil. Donc, pour l'instant, nous, on va laisser ça là. Je vous invite à aller lire l'exemple 5.10 dans vos notes. C'est super intéressant. Et ça vous montre le dernier cas qu'on n'a pas traité, là, donc le cas où on a deux échantillons indépendants avec des tailles qui sont pas suffisamment grandes. Donc, allez lire ça. C'est super intéressant pour vous. Et pour l'instant, nous, on arrête ici. On se retrouve dans une prochaine vidéo avec la section 5.4. Là, on va commencer à travailler avec des tests hypothèses sur des proportions plutôt que sur des moyennes.